Donc, je vais vous parler de cette évaluation donc collective et accompagnée des territoires champardonnais. Donc, c'est une démarche qui s'est déroulée entre 2013 et 2015. Et donc, je vais vous la décrire très rapidement. Je dirais un mot, mais c'est un rappel, puisqu'on en parle depuis ce matin, donc des défis de l'évaluation des effets de leader, et j'essaierai de montrer un certain nombre d'apports de cette démarche donc sur cette problématique de l'évaluation des effets, sachant que cette démarche elle a eu aussi beaucoup d'apports sur, on peut dire, la mobilisation des acteurs. Bon, je développerai moins cet aspect, bon, d'une part parce que je crois que ça sera abordé dans la deuxième communication, et puis parce que les acteurs en question étant quasiment tous dans cette salle, à commencer par Élise qui est ici, et les autres aussi, ils pourront en témoigner éventuellement pour compléter mon propos. Alors, juste en un mot, qu'est-ce que c'était que cette démarche? Donc, c'est une démarche qui est partie des 5 GAL de Champagne-Ardenne pour la période. Il y avait donc 5 GAL sur 2007-2013 et qui ont donc décidé de faire une évaluation donc accompagnée. Donc nous, en tant que bureau d'études, on était là pour à la fois accompagner méthodologiquement la démarche et puis faire un petit peu de synthèse et de compilation. Mais il y avait véritablement une implication, c'est vraiment un travail collaboratif en fait entre les 5 GAL et nous. Et donc, bon, ce schéma, juste pour dire qu'une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a défini ensemble un certain nombre de questions communes, qu'on a appelé un petit peu l'évaluation régionale, donc sur lesquelles intervenaient tous les GAL, sachant que chaque GAL avait également la possibilité de traiter en plus une question ou deux qui lui étaient propres et qui l'intéressaient particulièrement. Exemple pour Langres, ça a été présenté ce matin, s'intéresser à la question de comment le programme Leader contribue à l'atteinte des objectifs du projet de pays. Ça, c'était une question spécifique, mais il y en avait d'autres pour chacun des GAL. Alors, ce qui est plus important pour moi dans mon propos d'aujourd'hui, c'est ce qu'a permis cette organisation, c'est de développer des outils en fait, qui ont été un peu démultipliés et consolidés par l'approche collective. Donc, par exemple, des entretiens, donc on en a mené quelques-uns nous, mais après, les GAL eux-mêmes en ont mené. Au total, pratiquement une centaine de personnes, donc quasiment tous les membres des comités de programmation ont fait l'objet d'entretiens qualitatifs. Une enquête auprès de l'ensemble des bénéficiaires, donc avec 115 réponses, donc des résultats qui sont quand même quantitativement intéressants, et vous allez voir qu'on peut traiter du coup selon certains angles dont on vient de parler d'ailleurs. Un travail sur les données, excusez-moi de prononcer ce mot qui fâche, sur une extraction Osiris, donc, mais qui a été enrichi par les GAL, donc entre guillemets ce qui était pas dedans ou pas très juste, etc., a été enrichi et donc on a pu la traiter après. La fourniture de nombreuses données sur la composition des comités de programmation, l'organisation des réunions, une analyse de l'ensemble des factures dont vous allez voir qui permet de montrer quelle est la diffusion des effets socio-économiques par rapport au territoire des GAL. Et puis enfin, on vient d'en parler, l'appréciation par les GAL du degré d'innovation et d'exemplarité des projets qu'on a pu compiler. Donc vous voyez des outils vraiment importants et surtout qui sont du coup, même si c'est des outils de nature plus ou moins qualitative, avec un nombre qui est quand même important, et en plus avec une consolidation par le fait que c'était consolidé, même si c'était fait, en fait, un morceau était fait par chaque GAL, il y avait une consolidation à l'échelle globale par nous. Alors bon, là je vais aller très vite parce qu'on en a parlé depuis ce matin, mais quand même pour rappeler les défis d'évaluation des effets de Leader. Hein. Leader, c'est avant tout une démarche méthodologique avec des flux financiers plutôt modestes, donc générant peu d'effets directs. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un investissement important de mesurer des emplois ou des retombées qui portent sur des projets majoritairement immatériels, avec souvent un caractère diffus. En plus des objectifs qui sont un peu mouvants selon les périodes, ça c'est donc qualité de vie et diversification économique des zones rurales, c'est pour la période 2007-2013, c'est l'objectif de l'axe 3, donc Leader devait contribuer
à ces objectifs-là. Inclusion sociale et développement économique, c'est la priorité 6 du programme actuel. Bon, on retrouve quand même les deux dimensions sociales et économiques dont on parlait depuis ce matin. On les retrouve quand même dans ces deux dimensions du développement. Et puis des leviers pour atteindre ces effets qui renvoient à des dimensions de long terme, la gouvernance, la résilience du territoire, le capital social, etc. et qui en plus sont très difficiles à appréhender en termes d'indicateurs de mesure. Alors, moi aussi, j'ai remis la fleur là, que Marielle avait présentée ce matin. Donc, c'est pour essayer de dire que sur chacune des flèches vertes, on a essayé d'apporter un petit peu des éléments, de comprendre en fait le lien entre ces principes et des effets éventuellement de leader. Alors, sur le partenariat public-privé, un des produits de la démarche, ça a été de finement analyser de manière comparée les modalités en fait, de mise en œuvre de ce partenariat public-privé qui sont variables, un petit peu selon légal, avec un certain nombre de critères. Est-ce qu'on a une grille d'analyse des projets? Est-ce qu'on a un avis d'un comité technique avant? Est-ce qu'on auditionne le porteur de projet? Est-ce qu'on vote à main levée ou est-ce qu'on vote à bulletin secret, etc. Donc ça, l'idée n'est pas de juger tel ou tel, mais de déjà montrer la diversité de ces modes d'organisation. Et tout ça à partir du décortiquage des éléments fournis par l'égal. Aussi des enjeux que présente le partenariat public-privé. Bon, c'est inhérent à Leader. Ça a été dit d'ailleurs ce matin, on est sur des petits territoires souvent, ou pas forcément très densément peuplés. Donc les gens susceptibles de s'impliquer, d'être actifs, etc. À la fois dans le comité de programmation et de porter des projets, des fois c'est les mêmes. Donc on retrouve un certain nombre de projets qui sont portés par ou en lien avec les membres du comité. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer en termes de procédures, donc par exemple avec les procédures de vote, etc. Et puis, donc là, on parlait à l'instant des porteurs de projets privés. Donc grâce à notre enquête notamment, on a pu avoir une analyse vraiment fine des porteurs de projets soutenus. Bon, vous voyez qu'au moins en Champagne-Ardenne, après je ne ferai pas forcément de généralité, mais enfin les porteurs de projets privés sont quand même assez importants. Donc avec tout ce qui est bleu, c'est les porteurs de projets associatifs, donc avec différents types d'associations. En rouge, vous avez les entreprises privées, les acteurs touristiques, les particuliers en violet et les agriculteurs en vert. Donc vous voyez que quand même, globalement, même s'il y a des différences entre les gals, on voit l'engagement associatif de Langres notamment, mais ce n'est pas seulement, du bleu, il y en a un peu partout. Donc si vous regardez le schéma global complètement à droite, il y a un certain nombre de porteurs de projets. Et cette importance des porteurs de projets associatifs, c'est quand même un caractère tout à fait atypique par rapport à l'ensemble des fonds. Si on regarde l'ensemble du FEADER ou du FEDER, on va trouver beaucoup moins de porteurs de projets associatifs. Donc là, par exemple, c'est une spécificité quand même de Leader qu'on peut montrer. Et on peut faire un lien avec cette répartition des bénéficiaires, avec le côté innovant. Alors, c'est du déclaratif, je mets tout de suite les guillemets, c'est-à-dire que c'est dans une enquête où on demandait aux bénéficiaires comment ils caractérisaient le côté innovant de son projet. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin, on voit quand même que tous les porteurs de projets privés, et notamment associatifs, globalement considèrent leur projet comme plutôt plus innovant. Donc on peut comme ça faire éventuellement un lien, une hypothèse entre le partenariat public-privé, ça oriente quand même dans un certain nombre de cas vers des types de projets, de porteurs de projets qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on a qu'un autre programme, et ça peut avoir aussi éventuellement un effet en termes d'innovation. Alors l'innovation, je continue, l'ensemble des... Donc là-bas, vous avez les résultats de l'enquête en question, alors globaux, où on demandait aux porteurs de projets le caractère innovant. Et puis ça, donc c'est une démarche en fait qui a été menée dans chaque GAL. On avait demandé à chaque GAL de faire un petit groupe de quelques personnes, que ce petit groupe définisse des critères pour juger de l'innovation, parce que ça a été évoqué à l'instant, on dit maintenant on va avoir des critères sur l'innovation. Le problème, c'est que l'innovation, dans Leader, on a beaucoup de mal à la caractériser. On dit il faut de l'innovation, mais après, qu'est-ce que c'est qu'un projet innovant? On n'a jamais dans le cadre de Leader, on n'a jamais de définition, etc. Donc ils ont travaillé sur se donner un petit peu une définition, ce qui est déjà un travail en soi, et ensuite ils ont noté, entre guillemets, tous leurs projets du point de vue du caractère innovant. Donc on arrive à
voilà, une appréciation. Vous voyez que c'est partagé. Disons, on a à peu près 50% des projets plutôt innovants avec 10 à 15% très innovants, et puis aussi des projets qui ne le sont pas du tout. Mais on a au moins une appréciation, une évaluation qui vaut ce qu'elle vaut, et qui d'ailleurs est assez cohérente avec l'appréciation des porteurs de projets sur le niveau d'innovation. Alors, je vous disais une analyse des factures qui montre, par exemple, qu'on a des stratégies locales, mais que les retombées de ces stratégies sont plus larges, hein, puisque avec les factures, on peut savoir tout l'argent qui est arrivé via Leader, où est-ce que finalement il a été. Et donc, vous voyez, en vert, c'est ceux qui restent sur le territoire du Gall. En rouge, rouge-rose, c'est ceux qui, niveau département, région, France et même hors de France. Donc, vous voyez, des éléments intéressants comme ça qui peuvent également servir, pourquoi pas aussi au pilotage des projets. Approche ascendante qui favorise l'implication dans le projet de territoire et les réseaux. Vous voyez les résultats toujours de l'enquête porteur de projet. Vous voyez, on demandait aux porteurs de projet s'ils observaient un peu des types d'effets. Et vous voyez qu'il y avait un effet qui ressort assez bien, notamment chez les privés, en bleu, implication dans les efforts de développement de mon territoire. Donc ce côté un petit peu impliqué. Hein, ou en vert, participation à une meilleure valorisation de l'identité du territoire, participation à créer davantage de liens entre les habitants, donc ces effets un petit peu réseau, implication, etc., qui apparaissent ici à travers ces enquêtes. Alors, on retrouve d'ailleurs cet effet réseau, enfin cet effet implication ici. Hein. La question c'était quels sont les aspects de leader qui ont le plus apporté à votre projet. On retrouve la participation à un projet commun de territoire. Bon. L'intérêt, et j'en viens aussi à l'intérêt aussi de ces outils pour piloter un petit peu les démarches, ça montre aussi, ces outils ils montrent qu'il y a un certain nombre d'effets, mais aussi des marges de progression. Ce qui ressort quand même en premier, hein, ici, c'est l'apport financier. Hein, oui, quand même, on est encore un petit peu... Et si on prend cette dernière question, pour vous, leader, est-il un programme comme un autre ? Bon, on est un peu dans le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. Vous avez à peu près la moitié de réponse qui dit non. Bon, voilà, c'est pas un programme comme un autre, mais il y en a encore 50%, enfin entre 40 et 50 qui dit oui. Donc, encore peut-être un travail aussi de communication, d'explication à faire sur les territoires. Donc, pour conclure, alors on a dans le leader, même si on a vu l'arbre des objectifs là, qui a été présenté ce matin, je crois qu'on a quand même encore une théorie d'action entre guillemets à préciser, c'est-à-dire comment ces principes, ces fameux principes, arrivent à produire au final ce développement socio-économique entre guillemets recherché, hein, par quel biais, voilà, on dit c'est à travers la gouvernance, à travers les réseaux, à travers la qualité des projets, etc. Mais ça demande encore d'être travaillé. On a des effets propres, c'est-à-dire l'estimation vraiment de la valeur ajoutée de leader qui sont difficiles à cerner. Et donc je crois que peut-être encore plus que dans d'autres domaines, mais c'est vrai en général en évaluation, mais ça nécessite de croiser des approches qualitatives et quantitatives. Pourquoi ? Parce que pour faire du quantitatif, il faut des hypothèses. Hein, si Denis est d'accord avec ça. Donc il faut des hypothèses à tester, et c'est bien les approches qualitatives comme les études de cas, etc., qui vont nous permettre de trouver ces hypothèses qu'on pourra après tester dans du quantitatif. Et puis il faut innover, hein, il faut innover aussi dans l'évaluation, hein, pour leader, ça c'est sûr, dans les démarches et les outils. Et je crois que la démarche collaborative engagée par les Gall Champardonnay participe de cette forme un peu d'innovation en évaluation et mérite à ce titre être poursuivie. Peut-être, c'est des choses qui, à mon avis, pourraient être saisies par les réseaux régionaux ou des choses comme ça, hein, à mon sens, et croisées donc avec des approches peut-être plus quantitatives. Voilà.